Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question assez sensible. Pourquoi la gauche et le peuple semblent-ils parfois parler deux langues différentes? Pour y voir plus clair, on va suivre la piste de réflexion fascinante du philosophe Jean-Claude Michéa. Alors, pour commencer, il y a un mot qui a complètement changé de sens, populisme. C'est fou quand on y pense. Avant, c'était lié aux grandes traditions révolutionnaires. Aujourd'hui, c'est devenu une accusation, presque une insulte. C'est un peu comme si le peuple lui-même était devenu le problème. Et ce glissement, ce n'est pas juste une question de vocabulaire, hein. C'est le symptôme d'un bouleversement idéologique immense qui s'est produit au cours des dernières décennies. En fait, le populisme authentique, ce n'est pas de dire que le peuple est parfait ou qu'il a toujours raison. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus simple. C'est l'idée qu'il faut toujours se méfier du pouvoir. Une idée de pur bon sens qui mettait tout le monde d'accord avant. Ok, mais alors la question c'est comment a-t-on pu en arriver là? Comment ce divorce entre la gauche et les classes populaires a-t-il pu se produire? La clé, elle se trouve peut-être dans ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du populisme. Le fossé est devenu tellement énorme que des réflexes qui paraissaient normaux, logiques, il y a encore quelques années, sont maintenant perçus comme suspects. Pour comprendre d'où ça vient, il faut faire un saut dans le temps, un grand saut, à une époque où la gauche, telle qu'on la conçoit, n'existait même pas encore. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On a l'habitude de penser le monde politique avec le simple axe gauche-droite. Mais en réalité, cette vision des choses masque un conflit bien plus ancien et bien plus fondamental. Au XIXe siècle, il n'y avait pas la gauche. Il y avait deux camps, souvent ennemis. D'un côté, les socialistes anticapitalistes, on va les appeler les rouges, et de l'autre, les républicains libéraux, la bourgeoisie progressiste, les bleus. Deux mondes à part. Pour les premiers socialistes, les rouges, le capitalisme, ce n'était pas synonyme de progrès. Au contraire, c'était vu comme une force brutale, une machine à broyer les communautés, les liens sociaux et même la dignité des gens. Et ça, c'est un point absolument crucial. Pour eux, il ne fallait surtout pas se mélanger. La classe ouvrière devait rester indépendante, construire sa propre culture, ses propres organisations. Pas question de faire alliance avec les partis bourgeois, même les plus progressistes. Cette phrase de Proudhon est incroyable. Elle résume tout. L'objectif, ce n'était pas de prendre sa place dans le système politique de l'époque, mais bien de construire un monde radicalement différent à côté. Alors si ces deux camps étaient tellement opposés, comment ont-ils bien pu finir par s'unir? Eh bien, un événement historique majeur va venir tout bousculer et les forcer à signer un pacte qui se voulait temporaire, mais qui a redéfini toute la politique pour le siècle à venir. Cet événement, c'est l'affaire Dreyfus, à la fin du XIXe siècle. La République est en danger, menacée par un retour de la monarchie et du cléricalisme. Face à cet ennemi commun, les rouges et les bleus n'ont pas le choix, ils doivent s'allier. C'est un pacte de défense républicaine. Mais cette alliance de crise avait un prix. Pour les socialistes, ça voulait dire mettre en sourdine leur critique du capitalisme. Et les plus lucides de l'époque l'avaient senti venir. Ils avaient prévenu que ce pacte temporaire avait toutes les chances de devenir définitif. L'histoire, malheureusement pour eux, leur a donné raison. Et voilà comment, petit à petit, le socialisme originel a été en quelque sorte absorbé, digéré. La vieille opposition entre les rouges et les bleus s'est effacée pour laisser place à une idée nouvelle, la gauche, un grand tout, un bloc uni. On a oublié d'où l'on venait. Et ce grand oubli nous ramène directement à notre point de départ, à notre époque, et au fameux paradoxe que cette analyse tente d'éclairer. L'héritage de cette vieille alliance, c'est finalement l'idéologie dominante de la gauche d'aujourd'hui. Un drôle de mélange en fait. D'un côté, l'acceptation de l'économie de marché et de l'autre, la priorité donnée aux luttes sociétales. Et ça donne une situation assez schizophrène. Le résultat, c'est cette déconnexion totale. Quand les classes populaires expriment une souffrance bien réelle face aux effets destructeurs du capitalisme mondialisé, leur colère économique est très souvent traduite et donc disqualifiée comme un simple problème culturel ou moral. C'est un renversement complet. Une critique économique parfaitement légitime est vue non pas comme une critique politique, mais comme une sorte de défaut moral, un signe qu'on n'est pas assez ouvert, pas assez moderne. Et finalement, la boucle est bouclée. Cette vieille critique socialiste, celle qui alertait sur un système qui épuise tout, la planète comme les êtres humains, eh bien, elle n'a peut-être jamais été aussi pertinente, aussi actuelle qu'aujourd'hui. Tout ce parcours historique nous laisse avec une question finale, une question assez vertigineuse. En passant de cette opposition entre rouge et bleu à la gauche unifiée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été gagné? Et surtout, qu'est-ce qui a bien pu être perdu en chemin?